Bonjour à tous. Donc, c'est un moment très solennel. Et d'ailleurs, j'ai amené un petit cœur en forme de pierre qui a toute une histoire. Vous voyez, c'est une pierre, mais en forme de cœur, et elle vient d'Auroville. Et c'est l'histoire d'un cœur de pierre, qui a demandé à la mer de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. Et on me l'a donné. Et je me suis dit que c'était la bonne pierre pour fonder aujourd'hui l'université intégrale. Et si je fonde cette université intégrale en posant cette pierre à cet endroit, dans le 6e arrondissement, je suis ému, car dans université, il y a univers. Il y a cité l'univers. Et l'université, c'est l'endroit où se construit notre représentation de l'univers. Quand vous réfléchissez à ce que c'est qu'une université, c'est à chaque époque l'endroit où s'est construit la représentation du monde qui domine à un moment donné l'esprit des hommes. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est un moment tout à fait important et symbolique qui n'arrive que très rarement finalement dans l'histoire de l'humanité. C'est un moment où on refonde toute la pensée humaine sur des nouvelles bases. Il n'y a eu que quelques grands moments dans toute l'histoire de l'humanité où cela s'est fait. Si j'essaye de les remémorer, il y a le moment majeur qui s'est d'ailleurs dilué sur un temps très très long, du passage d'une vision animiste du monde à la construction des grandes religions qui ont fondé l'ensemble des civilisations qu'on retrouve sur ce globe et dont nous sommes les enfants. Il y a eu un deuxième grand moment, et où je dois dire ce quartier, cet endroit, a été la scène. Ça a été le moment où l'université est sortie du giron de l'Église pour s'inscrire dans une connaissance du progrès et d'une indépendance et d'une liberté de la pensée par rapport à la religion. Ça a été un deuxième grand moment de la fondation de ce que nous appelons aujourd'hui une université. Et effectivement, la Sorbonne, à quelques centaines de mètres d'ici, est une des premières grandes universités à être créée comme ça dans le monde, sur les bases d'une pensée indépendante des religions. Et à ce moment-là se fonde la notion de progrès et de modernité. C'est aussi finalement dans cette université qu'une série de grands penseurs qui aujourd'hui marquent l'ensemble de la planète vont déconstruire la modernité. Je pense à Foucault, à Gilles Deleuze, à Lyotard, qui vont expliquer les limites de la pensée moderne et créer ce courant de pensée connu dans le monde entier comme la postmodernité. Et sur cet espace blanc vient s'inscrire à ce moment-là toute une série de penseurs qui vont essayer de penser l'au-delà. Qu'est-ce qu'on peut construire au-delà de cette déconstruction de la modernité ? Alors ce courant de pensée, la pensée intégrale, on pourrait dire, et d'ailleurs certains penseurs l'ont glissé dans leur titre, que c'est la pensée par excellence du tout. Donc dire que c'est la pensée du tout, c'est aussi dire que c'est la pensée du rien. Alors là, on pourrait faire du De Vos. Mais d'une certaine manière, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que toute pensée est intégrale, toute philosophie est intégrale. Car quand vous reprenez l'histoire de la philosophie, qu'est-ce qu'a essayé de faire
tout au long de son histoire la philosophie, sinon de petit à petit intégrer des contradictions, des morceaux de problématiques disjointes, et d'essayer de les comprendre dans l'unité. Mais malgré cet effort de la philosophie, de construire le tout, de penser la totalité, qui a toujours été l'ambition de la philosophie, on voit, pour des raisons souvent de distance géographique tout simplement, une pensée orientale qui se développe de manière fort indépendante de la pensée occidentale, et la pensée occidentale qui se défend fort indépendante de la pensée orientale. Et ce n'est qu'au début du siècle qu'on voit certains penseurs tout à fait exceptionnels, hors du commun, capables à la fois de comprendre l'ensemble de l'héritage occidental, mais aussi asiatique, et d'essayer de tisser des ponts entre eux. Il y a un que vous connaissez tous, c'est Teilhard de Chardin. C'est un occidental qui va s'ouvrir à l'Orient. Et vous allez avoir en miroir, à peu près à la même époque, un oriental qui s'ouvre à l'Occident, c'est Sri Aurobindo. Les deux œuvres sont considérables et inconnues l'une à l'autre, puisque, comme vous le savez, Teilhard de Chardin va être interdit par sa propre Église à publier, et les textes de Teilhard de Chardin ne seront publiés qu'à sa mort par sa famille, qui, elle, n'a pas fait vœu d'obéissance à l'Église. Donc, Sri Aurobindo, qui écrit à la même époque, n'a pas lu Teilhard de Chardin. Pourtant, c'est remarquablement, ces deux pensées s'appellent, se rappellent et se renvoient l'un à l'autre d'une manière remarquable. Dans les deux cas, et c'est une manière d'introduire le concept d'intégrale, elles sont des tentatives de penser à la fois la pensée orientale, l'héritage oriental, mais aussi l'héritage de l'Occident. Et c'est une des grandes caractéristiques de la pensée intégrale, d'où son nom intégral, c'est d'avoir essayé de penser l'ensemble des contradictions, des points de vue de la planète. Alors qu'est-ce que c'est qu'une université intégrale ? Pourquoi une université intégrale ? Pourquoi avons-nous besoin d'une université intégrale ? La première raison fondamentale, que dès le début du siècle précédent, dès 1910, Sri Aurobindo évoque, Teilhard de Chardin l'évoque aussi d'une manière extraordinaire, visionnaire, c'est que l'humanité est rentrée dans une phase de transformation extrêmement rapide. Quand vous regardez effectivement, sur 3 millions d'années, j'étais au musée de préhistoire de Saint-Germain-en-Laye hier, avant-hier, sur 3 millions d'années, une grande partie de notre histoire s'est construite dans les 3 dernières milliers d'années. Et dans ce dernier siècle, on est passé d'1 milliard d'êtres humains à 6 milliards d'êtres humains, avec une accélération de la connaissance, de ce que Teilhard de Chardin appelle la noosphère, qui est extraordinaire. La capacité de pensée de l'homme, la croissance des connaissances est aujourd'hui exponentielle. Dans les 10 ans qui viennent, l'humanité va connaître un changement, une transformation de civilisation plus importante encore que celle du siècle dernier. Donc il nous faut une nouvelle manière de penser, il nous faut une nouvelle capacité de penser ce monde qui vient. Et l'ambition de l'approche intégrale, ça a été de se positionner dès l'origine dans ce futur, que ce soit Teilhard de Chardin à travers la pensée de la noosphère, qui est extraordinairement visionnaire, quand on pense à ce qui s'est passé ultérieurement avec Internet, ou que ça sera avec Sri Aurobindo, qui, dès le début du siècle, explique que l'humanité va basculer dans un nouvel état de la conscience, qui transforme complètement notre relation à l'univers lui-même.
Donc fonder l'université intégrale aujourd'hui, ce n'est pas une nécessité parisienne, ce n'est pas une nécessité française, c'est une nécessité planétaire. Et ce qu'on est en train de faire tous ensemble, j'ai eu hier nos amis d'Auroville, il y a un institut intégral à San Francisco, il y a actuellement des milliers de chercheurs qui travaillent dans cette nouvelle mode de pensée, en créant des réseaux. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de fonder cette nouvelle civilisation. Rien d'autre que ça. Et cette université intégrale doit être le lieu de la recherche et de l'enseignement de cette refondation nécessaire des civilisations aujourd'hui. Ça implique des moyens considérables. Et cette université, bien évidemment, se fera, je dirais, et nous dépasse largement chacun dans notre destin individuel. C'est un devenir inscrit dans l'humanité, dans son devenir, de la manière qu'un adolescent est appelé à devenir adulte, l'humanité est appelée à se révéler et révéler sa conscience dans cette pensée intégrale, dans cette approche intégrale, dans cette conscience intégrale. Donc, premier aspect, lien entre les capacités à englober l'Orient et l'Occident. Autre aspect, et c'est pour ça que j'ai dit pensée, mais aussi conscience intégrale, il y a dans l'approche intégrale la volonté, et dès l'origine, dès il y a un siècle, à travers des mots de son époque, Sri Aurobindo parle de supramental. Il date même le moment où l'humanité va basculer dans le supramental. C'est un terme, évidemment, supramental, qui paraît un peu ridicule aujourd'hui, parce que c'est les termes de son temps. Pourtant, regardez ce qui s'est passé dans l'évolution de la pensée. Exactement à la date où Sri Aurobindo prédit le basculement de l'humanité dans une approche supramentale, effectivement, la dialectique hegelienne qui a dominé l'ensemble de la pensée depuis 5 siècles, depuis 1000 ans, est dépassée par l'approche systémique. Et l'approche systémique vient fonder le début d'une fantastique aventure qui mène l'homme au-delà de la rationalité classique, qui l'ouvre à l'émergence de l'altérité. Donc, une autre idée essentielle de la pensée intégrale, c'est bien que la rationalité nous fait comprendre une certaine partie de l'univers, que cette rationalité est capitale, mais qu'il faut ouvrir aussi notre cœur, Pascal le disait, science sans conscience n'est que ruine que l'âme, et notre inspiration pour nous ouvrir aux véritables dimensions de la réalité qui, elle, n'est pas que rationnelle. Donc, il y a cette deuxième grande idée qui fonde une université intégrale et qu'explore Auroville maintenant depuis plus de 50 ans, qui est d'une éducation qui n'est pas simplement une éducation du mental, mais aussi une éducation du cœur, une éducation de l'art, et aussi une éducation spirituelle, une éducation de l'inspiration, de l'éveil. Parce que nous sommes chacun de nous appelés non pas à rationaliser, non pas simplement à être envahis par nos émotions, nous sommes appelés chacun de nous à devenir des êtres inspirés, porteurs du destin et du devenir cosmique. Nous sommes chacun des graines du cosmos à venir. Donc cette idée d'une éducation globale qui éveille l'être, à la fois dans sa dimension rationnelle, mais aussi dans sa dimension émotionnelle et dans sa dimension inspirationnelle, c'est une des grandes idées de l'université intégrale. Et c'est une grande idée qui fondera la civilisation du futur et qui, sans doute, fera apparaître
la civilisation industrielle comme une civilisation finalement relativement brutale, barbare, qui manquait de cœur, qui manquait de sens. Et l'égoïsme qui a dominé cette ère apparaîtra à ce jour-là comme quelque chose de dépassé, comme aujourd'hui les épées qui dominaient l'ère agraire nous apparaissent des outils bien utiles. Voilà, je ne rentrerai pas dans les sujets, puisque on va en parler des sujets. C'est la grande thématique de ce matin, c'est l'université intégrale et qu'est-ce que c'est que la pensée intégrale. Les sujets, les grandes thématiques, on va les traiter cet après-midi. C'est peut-être l'occasion de présenter un peu la journée. Ce matin, logiquement, on va parler, et j'ai commencé à le faire, de l'université intégrale, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la pensée intégrale? Et j'ai demandé à 3 personnalités majeures en France de cette réflexion sur la pensée intégrale de témoigner de leur propre cheminement dans cette réflexion sur ce qu'est la pensée intégrale. Après, cet après-midi, on va aborder les grandes thématiques de cette pensée intégrale. Et on verra aussi, avec vous, avec votre aide, les lieux, car cette pensée intégrale, elle s'incarne déjà, ce n'est pas simplement une philosophie, c'est aussi une ville tout entière, comme Auroville. C'est aussi une université à San Francisco qui reçoit chaque année plus de 1000 étudiants. C'est aussi des éco-villages en Angleterre qu'on va aller visiter, qu'on va aller explorer. Et cette université, évidemment, sa fonction, c'est d'aller explorer tous ces lieux, de mieux les comprendre, de faire ce que fait une université, c'est tout ce travail de recherche, de documentation, de fédération, de lien entre toutes ces expériences, pour en comprendre la teneur, les caractéristiques. Et j'aimerais rappeler aussi une autre dimension qui existait déjà et que nous a amené l'université dans sa forme moderne. C'est aussi un espace critique. Ça serait une régression terrible si au nom de la pensée intégrale, on devenait des gens sans mental, sans capacité critique, sans capacité de distinction. Donc ça serait une régression terrible si on retombait dans une forme. Et la tentation est toujours grande de tomber dans une forme régressive de religion, au sens agraire du terme, avec cette sorte de vocation et d'adoration sans critique. Donc une université, c'est un espace où on questionne, où on interroge, où tout est permis et où la pensée émerge. C'est un espace révolutionnaire, c'est un espace de réflexion révolutionnaire où on remet en cause tous les a priori. Donc je vous invite, bien évidemment, à cette dimension critique, sinon on va devenir un gentil petit comité d'adoration de la pensée intégrale, et là c'est la catastrophe, c'est la régression la plus totale. Voilà la journée. J'ai envie maintenant de passer la parole à mes 3 amis et chercheurs qui, chacun de leur manière, se sont engagés depuis plus de 10 ans dans cette réflexion, ont consacré leur vie à creuser, à réfléchir autour de cette pensée intégrale. Et je vais demander à chacun, à cette occasion, de se présenter. Très bien. Alors oui, je laisse Bruno. Bruno est le grand maître du protocole et il a eu toute une série d'idées, et notamment de la minute du silence, qui est une très bonne idée pour se centrer et ne pas être simplement que dans le mental. Alors, je ne sais pas si on va l'appeler minute de silence, parce que ça fait un peu triste, la minute de silence. On va peut-être appeler ça la minute intégrale. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'avant chaque grand chapitre, donc avant que nos brillants intervenants interviennent, et après, on le fera également, on se prenne une minute symbolique, où chacun, ceux qui ont l'habitude de méditer, peuvent faire une méditation express pendant 1 minute, les autres peuvent essayer de penser, de ressentir leur chaise, leurs émotions, est-ce qu'ils sont contents d'être là, est-ce qu'ils ne sont pas contents d'être là,
Essayez de penser quelles certitudes vous êtes prêts à abandonner aujourd'hui, quelles sont les autres que vous souhaitez partager ou voir challenger. Et puis pour ceux que ça emmerde, pensez à vos vacances ou à n'importe quoi d'autre, mais restez avec nous. Voilà, donc je vous demande une petite minute de partage de ce silence qui, j'en suis sûr, préparera l'intervention de nos amis.